La TFM avec nous ce soir, Gilles Yabi, fondateur du think tank Wati. Bonsoir Gilles. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. La CEDEAO a validé le retrait des États de l'AES. On imagine les implications politiques, mais vous vous dites que face à la menace de la désintégration régionale en Afrique de l'Ouest, la résignation n'est pas une option. Pourquoi ? Bonsoir à nouveau, toujours un plaisir d'être avec vous et avec vos téléspectatrices et téléspectateurs. Alors, c'est un texte que j'ai publié il y a quelques mois, en réalité en juin, lorsqu'évidemment on savait déjà que les 3 États du Sahel central, le Mali, le Niger et le Burkina Faso avaient annoncé leur décision de se retirer de la CEDEAO. Évidemment, le message consistait à alerter déjà sur l'aggravation d'une fragmentation régionale qui en fait est déjà en cours depuis quelques années. Mais le fait d'avoir 3 États membres fondateurs de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest qui se retirent de l'organisation avec cette insistance sur l'aspect irréversible de la décision, je pense qu'on ne prend peut-être pas la mesure de ce que ça représente en termes d'affaiblissement collectif de l'Afrique de l'Ouest, et on ne prend pas la mesure de ce que ça représente en termes de menaces sur les acquis de 49 ans d'intégration régionale, parce que je rappelle que la CEDEAO doit commémorer les 50 ans de son existence l'année prochaine. Mais en quoi c'est un affaiblissement concrètement, si ces 3 États se retirent, ce qui semble inéluctable? Oui, alors, ce qui est inéluctable, en tout cas, c'est probablement la décision des 3 dirigeants actuels de ces pays. Il faut rappeler, à nouveau, les termes sont importants. Lorsqu'on dit que ces 3 pays se sont retirés de la CEDEAO, c'est évidemment la réalité, mais si on veut être précis, ce sont 3 dirigeants militaires arrivés par coup d'État. Qui incarnent ces pays aujourd'hui. Oui, qui sont reconnus comme étant les chefs d'État qui incarnent ces pays, mais il faut quand même préciser, parce que ce n'est pas exactement la même chose lorsqu'une décision est prise par des dirigeants qui sont au départ issus de la légitimité démocratique et ensuite, même en étant des dirigeants militaires arrivés par coup d'État, on aurait pu avoir un processus de consultation, peut-être pas un référendum si on considère qu'ils ne pouvaient pas organiser d'élections, mais au moins, disons, un peu de débat autour de la question du retrait de ces États. Il n'y a pas eu de débat public ni au Mali, ni au Niger, ni au Burkina Faso sur cette question. Donc ce que vous moi remettez en cause la légitimité aujourd'hui de ces dirigeants? Non, enfin la légitimité, à nouveau, ils ne sont pas arrivés par des élections. Leur pays prévoit, leur constitution prévoit des élections en mode d'accession au pouvoir, donc de toute façon, ils n'ont pas une légitimité démocratique. Maintenant, ils ont une légitimité de fait par le fait qu'effectivement, ils ont réussi le coup d'État et qu'ils ont bénéficié, ils s'en bénéficiaient d'un soutien populaire. Et que les peuples semblent en accommoder, justement. Oui, mais là encore, il faut être à nouveau précis. Lorsqu'on dit qu'ils bénéficient d'un soutien populaire, ils bénéficient d'un soutien qui se voit, mais on ne voit pas nécessairement ceux qui ne sont pas d'accord. Et évidemment, on n'a pas de chiffres. Donc, dès lors qu'il n'y a pas une élection, il n'y a pas un processus qui permet de valider que la majorité de la population de tel ou tel pays soutient les dirigeants militaires. Mais le fait est que, évidemment, on sait très bien dans quelles conditions les coups d'État sont survenus. Et on sait aussi à quel point les dirigeants élus qui étaient au pouvoir avaient, d'une certaine manière, montré leur incapacité à répondre aux besoins sécuritaires, notamment des populations. Donc, il ne s'agit plus aujourd'hui de faire l'analyse nécessairement des coups d'État à nouveau et de remettre en cause le fait qu'aujourd'hui, ce sont ces 3 dirigeants qui incarnent ces États, mais il s'agit quand même de préciser que ce sont eux qui ont décidé de retirer leurs États et leur population de la CEDEAO et que c'est un élément d'analyse qui est important quand même pour toute la discussion qu'on peut avoir aujourd'hui sur où en est l'intégration régionale dans la région. Mais pour répondre aussi à la question sur en quoi est-ce que c'est un affaiblissement, alors on peut voir les choses de manière un peu arithmétique en disant, bon, finalement, les 3 pays qui sortent, c'est moins de 10% du PIB régional, parce que la CEDEAO, c'est quand même un gros morceau, le Nigeria, et ensuite, lorsque vous ajoutez le Ghana et la Côte d'Ivoire, ce sont les 2 autres économies les plus importantes, et aussi les populations les plus importantes. Donc, les 3 États qui sortent ne représentent pas un poids économique très important dans la communauté. Ils représentent à peu près 35% du territoire géographique de la CEDEAO, parce que ce sont des pays qui sont vastes, notamment le Mali et le Niger. Donc il y a quand même une coupure de la continuité géographique de l'espace régional. Et il représente presque 20% de la population. Et en dynamique, c'est des pays qui ont une croissance démographique importante. Donc en dynamique, ça va être aussi un poids de plus en plus important. Mais je veux dire, c'est sûr que l'AES, 3 pays,
face à 12 pays dans la CEDEAO, moins les États du Sahel, il n'y a pas de comparaison possible en termes de poids. Mais par contre, je pense qu'on ne pense pas à une communauté en termes d'addition de ce que chaque pays gagne, ce que chaque pays perd. Une communauté, c'est le fait de dire on se projette l'avenir ensemble. La CEDEAO, lorsqu'elle a été créée en 1975 par des pères fondateurs, évidemment, ils n'avaient pas nécessairement l'ambition de construire une communauté qui aille aussi loin dans la mission d'intégration politique, mais ils avaient conscience du besoin d'avoir une Afrique de l'Ouest unie et d'avoir une institution qui incarne cette unité. Aujourd'hui, le fait de passer de 15 à 12 à la veille des 50 ans, c'est très clair que c'est un affaiblissement collectif de l'Afrique de l'Ouest. En termes de sécurité, parce que ce qui se passe aussi, c'est qu'on a des pays qui collaborent de moins en moins. Donc, pour faire face aux défis sécuritaires, même dans les pays du Sahel, on ne peut pas se passer de la collaboration avec les pays côtiers. C'est évident. Lorsqu'on connaît la dynamique des groupes armés, on comprend très vite qu'on ne peut pas avoir une réponse sécuritaire qui soit à l'échelle des États. Donc, la collaboration est importante sur le plan sécuritaire. Sur le plan économique, c'est la même chose. Les économies de la région sont interreliées, interdépendantes. On connaît très bien les chiffres des populations, par exemple, burkinabé ou d'origine burkinabé en Côte d'Ivoire, des populations maliennes en Côte d'Ivoire, et on peut dire autant entre le Bénin et le Niger. Donc, aujourd'hui, un scénario de fragmentation, c'est un très mauvais signal en termes d'intégration économique et d'intégration des peuples. Et donc, c'est pour ça que, pour nous, en particulier un think tank ouest-africain, il est vraiment important d'alerter sur ce que ça signifie de déconstruire quelque chose qu'on a commencé à construire depuis 50 ans à nouveau, et ce que ça pose comme problème pour horizon pour l'ensemble des populations de la région. Si on démantèle, si on affaiblit la CEDEAO, on affaiblit une institution qui est en fait celle qui a quand même essayé de mettre en place, par exemple, un cadre pour dire voilà comment on a accès au pouvoir, comment on gouverne, voilà les principes sur lesquels on fonde la communauté, et même si ces principes ne sont pas respectés même par les dirigeants civils, au moins il y a un cadre. Aujourd'hui, si vous n'avez plus de CEDEAO ou vous n'avez plus de protocole additionnel sur la démocratie et la bonne gouvernance, vous n'avez plus rien en fait qui protège les populations de l'arbitraire de ceux qui à un moment donné occupent les fonctions politiques dans leurs États. C'est de ça dont il s'agit. Il s'agit de cela comme vous dites, mais aujourd'hui donc on ne peut pas se poser la question de savoir à qui perd finalement dans cette histoire, puisque c'est un échec collectif et que la région ouest-africaine globalement paie le prix de ce qui n'a pas été fait en termes d'éducation, d'inclusion, des questions d'intégration dans les programmes d'enseignement et de communication globale sur l'intégration régionale. Donc l'échec, tout le monde a sa part dans cet échec. Oui, tout à fait. Tout le monde a sa part dans cet échec. Et effectivement, pour moi, il est vraiment important de comprendre qu'il ne s'agit pas à nouveau de dire qui gagne, qui perd. C'est une manière un peu très rapide de voir les choses. Et surtout, c'est une manière de voir les choses à court terme. L'enjeu, c'est le moyen et le long terme. Quand on construit une institution, à un moment donné, cette institution, les décisions sont prises par la conférence des chefs d'État de la CEDEAO. Mais la conférence des chefs d'État de la CEDEAO, ce n'est pas la CEDEAO. La CEDEAO, c'est l'esprit qui est derrière. La CEDEAO, ce sont les textes. La CEDEAO, c'est la commission. Ce sont les agents spécialisés. C'est la Cour de justice. Et je disais dans cet article que très peu de citoyens de la région sont sans doute capables de citer la liste de 2 ou de 3 agents spécialisés. Ils ne connaissent même pas le fonctionnement de la CEDEAO. Et ça, c'est un problème aussi. C'est un véritable problème parce que ça conduit à dire, au fond, des chefs d'État ont pris des décisions, je pense, malheureuses, voire très malheureuses au cours des dernières années lors de la gestion d'un certain nombre de crises, Mali et Niger, où on est allé jusqu'à la menace d'une intervention militaire, ce qui me semblait être une décision extrêmement malheureuse et évidemment qui a aussi donné l'argument ensuite aux dirigeants militaires pour sortir en disant qu'ils étaient menacés par leur propre organisation. Mais ce qu'on ne dit pas suffisamment, c'est que la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, ce sont des personnalités qui sont issues des processus politiques de leurs États. C'est pas la CEDEAO qui a choisi le président du Nigeria, le président du Sénégal ou le président de la Côte d'Ivoire. Ce sont les peuples qui élisent leur président. Ce sont les peuples qui élisent leur président et surtout, à nouveau, les présidents à un moment donné qui vont constituer la conférence des chefs d'État, ces présidents vont passer. Même ceux qui sont élus démocratiquement, ils sont là pour un certain temps. Donc, on ne décide pas de quitter une organisation
organisation régionale parce que des présidents ont fait des erreurs de jugement et ont pris des décisions qui n'étaient pas les bonnes. Parce qu'à nouveau, l'institution, elle est là pour durer. Les États sont là pour durer. Les personnalités passent. Oui. Et donc aujourd'hui, on est dans une totale confusion sur les erreurs des chefs d'État et de gouvernement, la faiblesse des États membres, on n'en parle pas assez. Vous ne pouvez pas avoir une organisation régionale, nulle part dans le monde, qui soit forte lorsque ces États membres sont faibles. Donc le problème de la CEDEAO, c'est d'abord, en très grande partie, les faiblesses et parfois le mauvais leadership politique de ces États membres. De ces États membres. Ces trois pays reste tout de même dans l'UEMOA. En revanche, le général Tchiani avait évoqué la création d'une monnaie commune avec le Mali et le Burkina pour, dit-il, sortir de la colonisation. Qu'en pensez-vous? Je crois que... Là, il se projette. Oui, alors, comme vous l'avez dit, c'est une déclaration du général Tchiani, donc du Niger. En février, je rappelle qu'au Niger, par exemple, on n'a même pas un dispositif de transition, plus d'un an après le coup d'État. Dans les autres pays, on a un Conseil national de transition qui fait office de parlement et on a un dispositif à peu près étatique qui fonctionne. Au Niger, on a un Premier ministre, on a un gouvernement, mais il n'y a même pas d'institution de contre-pouvoir de transition puisqu'il n'y a pas de parlement de transition. Cela dit en passant. Je signale aussi qu'on n'a pas entendu le dirigeant du Mali, le général Goïta, parler de la monnaie. On n'a pas entendu non plus, je crois, peut-être Ibrahim Traoré du Burkina Faso a aussi évoqué à un moment donné, mais dans des interviews, il n'y a pas de décision sur la question de la monnaie parce qu'évidemment, ils sont conscients que la question de la monnaie est beaucoup plus complexe et que se retirer de l'UEMOA, l'Union économique monétaire ouest-africaine, est beaucoup plus difficile que de se retirer de la CEDEAO. Donc, c'est pas un hasard s'ils ont décidé de sortir de la CEDEAO et de pas rester dans l'UEMOA. Mais en termes de cohérence, si le problème majeur, c'est la France, c'est la colonisation, en réalité, l'organisation qui incarne le plus la proximité avec la France et l'héritage colonial, c'est l'UEMOA, puisque ce sont les pays qui partagent le franc CFA et ce sont majoritairement des pays francophones à l'exception de la Guinée-Bissau. Donc, en fait, en termes de cohérence politique, si on veut essentiellement se débarrasser de l'influence coloniale, on devrait sortir d'abord de l'UEMOA et remettre en cause la monnaie et pas nécessairement la CEDEAO, dont je rappelle que le poids lourd, le Nigeria, évidemment, ne fut pas une colonie française. Mais en réalité, comme vous dites, c'est la colonisation. Mais disons, comment, ils le disent, l'objectif c'est de se défaire de ce corset de l'Occident. Comment comprenez-vous cette position des États de l'AES? Je crois qu'il faut faire vraiment des différences entre déjà la création de l'AES, le fait que 3 pays de la région décident de se mettre ensemble pour avoir une coopération renforcée et même une confédération. Je crois qu'il faut qu'on sépare cette question de celle du départ de ces pays de la CEDEAO. Ce que je veux dire, c'est que voilà, il y a l'Union du fleuve Mano, il y a le Conseil de l'Entente. Donc on peut avoir des organisations au sein de l'espace ouest africain composées de 3 États membres, de 4 États membres qui décident d'avoir une coopération renforcée, soit dans un domaine donné, soit de manière plus large. Donc il faut séparer les deux questions. Moi je pense qu'il ne faut pas attaquer le principe de l'AES parce qu'à nouveau, ils ont tout à fait le droit et la légitimité pour décider d'aller plus loin dans la coopération. La légitimité. La légitimité en estimant que sur le terrain sécuritaire, ils sont confrontés plus que les autres à des défis sécuritaires particuliers et que si le Mali, le Niger, le Burkina Faso décident d'avoir beaucoup plus de coopération au niveau de leurs armées, je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on s'opposerait à cela. Même si par ailleurs, à nouveau, les dirigeants qui prennent ces décisions sont issus de coups d'État, mais c'est eux qui sont là en ce moment. Et leur argument principal, c'était celui de la sécurité, de la réponse à la menace des groupes armés. Donc, à nouveau, séparer la question de la naissance de l'AES de la question du retrait de la CEDEAO, parce qu'il pourrait tout à fait revenir dans le giron de la CEDEAO. Cela ne supposerait pas nécessairement que l'AES n'existerait plus. Donc, je pense qu'il faut à nouveau séparer les deux questions. Et d'ailleurs, avant l'AES, il y avait l'autorité du Liptako-Gourma, qui est une organisation qui regroupait exactement ces 3 pays compte tenu de leurs liens. Donc, il faut, je pense, ne pas mélanger un peu les choses. Mais à nouveau, sur le discours anti-colonial, anti-influence française, anti-Occident. Alors déjà, il y a beaucoup de nuances. Il y a la France, il y a l'Occident. C'est pas exactement la même chose. Et ensuite, je crois qu'il faut
il y a une partie de ce discours. Oui, l'Occident, parce que c'est pas seulement la France qui a été chassée. Oui, mais en fait, la polarisation était quand même beaucoup sur la France. Et ensuite, à partir du moment où c'est la France qui, d'une certaine manière, a amené notamment des pays de l'Union européenne et l'Union européenne en tant qu'institution dans le dossier malien, c'est vrai qu'ensuite, les autres partenaires... Les États-Unis également se sont retirés. Oui, même s'ils gardent une présence dans la région, il y a des ambassadeurs, donc on n'est pas dans un scénario de rupture totale. Oui. En tout cas, dans l'aspect sécuritaire, je parle. Oui, dans l'aspect sécuritaire, ils se sont retirés notamment du Niger. Mais à nouveau, le discours qui est centré sur la demande ou la volonté de souveraineté, d'espace, d'autonomie pour les États de la région, je pense que c'est un discours qui parle aux populations sahéliennes, mais qui parle aussi aux populations ouest-africaines de manière générale. Oui. Et je pense qu'il faut à nouveau séparer là aussi ce discours de la question de ce qui se passe à l'intérieur de ces États aujourd'hui en termes de restrictions de liberté. C'est un sujet important. Il faut séparer cela aussi de la question du retrait de la CEDEAO. Je pense qu'il y a un élément qui est tout à fait légitime de dire on veut gagner des espaces de souveraineté. D'ailleurs, le discours sur la souveraineté, on l'entend aujourd'hui dans les pays européens. Absolument. On a des ministères de la souveraineté en France. Le discours de Trump aux États-Unis, on peut considérer que c'est aussi la souveraineté. Oui. Donc, c'est quelque chose qui est en vogue. Évidemment, on peut avoir des réserves là-dessus, mais je pense qu'on ne peut pas nécessairement balayer du revers de la main tout l'argument qui consiste à dire on veut gagner des espaces de souveraineté, on veut pouvoir faire le choix en termes de sécurité, en termes économiques, etc. Mais je crois que quand on a ce discours-là, par contre, il faut être cohérent d'abord entre le discours et ce qu'on fait, et il faut bien comprendre qu'il y a aussi un élément qui est essentiellement un élément politique. Ces dirigeants actuels dans les 3 États ont besoin d'un discours politique mobilisateur parce que la situation interne sur le plan politique, sur le plan économique et social est très difficile. Et même sur le plan sécuritaire, le bilan pour l'instant est quand même extrêmement mitigé. Donc ils ont vraiment besoin, lorsqu'on a des problèmes en interne et qu'on a un problème de légitimité dès le départ, on a besoin d'une certaine manière d'avoir des adversaires. C'est quelque chose qui est connu. Parce que les populations ne s'en portent pas mieux aussi. Ça aussi, il faut le dire, depuis ces putschs enchaînés dans cette zone. Il y a, c'est vrai, l'onction populaire qui est sous-tendue par le discours souverainiste, mais en revanche, en termes d'économie, les populations ne s'en portent pas mieux. Oui, c'est un fait que les populations ne s'en portent pas mieux. C'est important à nouveau d'être nuancé. Elles ne se portaient déjà pas très bien avant les coups d'État, mais évidemment, effectivement, on ne peut pas dire aujourd'hui que la situation au quotidien des populations maliennes, nigériennes et burkinabées s'est améliorée. Ce qu'on peut dire par contre, c'est que sur le plan des libertés, on ne peut plus vraiment avoir de voix critique. En tout cas, au Niger, un acteur important de la société civile, connu partout en Afrique de l'Ouest, Moussa Changari, a été enlevé la semaine dernière. Au Burkina Faso, on a aussi des enlèvements. En Guinée, alors c'est pas le Sahel, mais c'est aussi un régime militaire. Oui, c'est intéressant, justement. On a aussi le même type de comportement, c'est-à-dire que personne n'est à l'abri d'un enlèvement et avec des méthodes qui sont quand même assez, qu'on ne voyait pas avant. Assez inquiétantes, on peut parfois, dire. Pendant des jours, les gens sont enlevés, il n'y a aucune nouvelle qui est donnée à leur famille. Donc, c'est aussi ça la réalité. Sur le plan économique, c'est important. Vous avez aujourd'hui, petit à petit, des pays qui sont en train de perdre des ressources humaines importantes. Vous avez beaucoup de Maliens, de Burkinabés qui sortent du pays pour s'installer dans les pays voisins, en Côte d'Ivoire, au Sénégal en particulier, mais pas seulement, parce que effectivement cet environnement politique ne permet pas non plus aux affaires de prospérer, parce qu'ils ne se sentent pas non plus en sécurité, et ça c'est quelque chose qui va peser sur ces pays qui ne sont pas les mieux placés déjà en termes d'indicateurs de développement humain en Afrique de l'Ouest. Quid de la Guinée? Vous en avez parlé. La Guinée, rappelons-le, depuis le coup d'État de 2021 sanctionné par la CEDEAO. Comment voyez-vous l'avenir de la Guinée au sein de la CEDEAO? Je crois que la Guinée partage avec les 3 pays du Sahel central le fait d'être aussi sous régime militaire après un coup d'État. Partage aussi le fait qu'au départ, il y avait un enthousiasme peut-être encore plus important en Guinée parce que pour le coup, il ne s'agissait pas
de dégradation de la situation sécuritaire, mais il s'agissait de la gouvernance de l'ancien président Alpha Condé, président élu, mais qui a clairement favorisé le retour des militaires au pouvoir en Guinée. Et donc, on a vu petit à petit cet enthousiasme, disons, pâlir, parce qu'on s'est rendu compte de la gouvernance, effectivement, de Doumbouya, qui est en temps devenu général, et qui donne, évidemment, et multiplie les signes qui montrent qu'il a bien l'intention d'être candidat à la prochaine élection présidentielle. C'est qu'il a encore une rupture d'un principe que l'Union africaine avait essayé d'instaurer depuis des années, pour que ceux qui font des coups d'État, même s'ils restent pendant la transition, qu'ils ne soient pas récompensés ensuite par une forme d'élection à la fin de la transition. Mais tous ces principes ont volé en éclats en quelques années au niveau du continent. Mais la réalité aujourd'hui en Guinée, je parlais d'enlèvement, en Guinée, on a quand même deux acteurs majeurs de la société civile, le Front National de Défense de la Constitution, qui ont disparu depuis juillet dernier. Là, on est dans quelque chose d'extrêmement effrayant. On imagine la peine des familles. Absolument aucune nouvelle depuis leur disparition. Évidemment, des craintes très importantes sur leur vie, tout simplement. Et ça montre quand même la dureté du régime en place. Et il y a un journaliste qui a été enlevé il y a 2-3 semaines aussi à Conakry, alors qu'il se rendait à un rendez-vous. Et là aussi, on n'a pas de nouvelles. Donc, c'est ça la réalité. À l'extérieur et parfois dans les diasporas, il y a une vision parfois un peu romancée de ces régimes, simplement à cause du discours souverainiste. Mais dans la réalité, il y a quand même énormément de choses à dire sur l'espace de liberté. Et je dis chaque fois à ceux qui sont tentés par une forme d'admiration pour ces régimes, pour ces militaires putschistes. Oui, et de se dire, enfin, au fond, est-ce qu'ils aimeraient être à la place des personnes également comme des héros, effectivement. Qu'est-ce que vous répondez à ce qui pensent que ces coups d'État sont une dynamique libératrice des peuples? Oui, à nouveau, évidemment, ce n'est pas mon point de vue, mais à nouveau, en tant qu'animateur d'un think tank citoyen, on a besoin on n'est pas dans des injonctions, on n'est pas dans des... Il faut respecter les opinions qui sont exprimées, il faut accepter le fait que des personnes puissent avoir des opinions différentes, notamment, je pense, en grande partie parce qu'ils ne travaillent peut-être pas de manière précise sur ces pays et sur les faits, et parce qu'ils n'ont pas nécessairement une connaissance de la dynamique historique dans ces pays. En somme, vous ne souscrivez pas à ça? Je ne souscris pas, évidemment, au fait que ce soit des coups d'État libérateurs, mais par contre, après ces coups d'État, moi j'ai toujours dit qu'il faut reconnaître qu'on a en partie créé les conditions pour ces coups d'État. Lorsque vous avez une gouvernance démocratique qui est corrompue, lorsque vous avez une gouvernance qui ne produit pas de résultats, ou lorsque vous avez en fait des élections, mais vous n'avez pas ensuite une gouvernance démocratique, c'est-à-dire qu'au quotidien, vous n'avez pas le respect de la séparation des pouvoirs, évidemment, à un moment donné, vous avez des populations qui pensent que c'est la démocratie et l'état de droit qui sont en cause, alors que ce qui est en cause, c'est la manière concrète dont leurs États étaient gouvernés et qui ne correspond pas à ce qui est prescrit par la Constitution. Donc, ce n'est pas la démocratie et l'état de droit qu'il faut accuser, mais très clairement, la manière dont ces pays ont été dirigés a créé les conditions pour les coups d'État à faciliter la prise de pouvoir par des militaires. Ça ne veut pas dire qu'on les justifie, mais je pense qu'à nouveau, il ne faut pas simplement dire on condamne les coups d'État sans reconnaître que ces coups d'État ne viennent pas comme ça, subitement, sans raison, et que les militaires ne passent à l'action que lorsqu'ils ont le sentiment qu'ils vont être soutenus par une partie significative de la population. Alors, la géopolitique influence significativement la politique intérieure des pays. Que vous inspire alors le cas du Sénégal, qui me semble-t-il est dans un entre-deux, une zone grise, on ne va pas accabler les frères africains qui s'affranchissent de l'Occident, mais en même temps, on sent une rupture par dose homéopathique ici au Sénégal, non-renouvellement par exemple des accords de pêche, annonce de la fermeture des bases militaires françaises. Que vous inspire cette stratégie équilibriste? Je pense que la posture du Sénégal, d'abord, correspond à ce qu'a toujours été le Sénégal en termes d'État, c'est-à-dire que c'est un État qui repose bien sûr sur le leadership politique à chaque période de son histoire, mais c'est aussi un État qui repose sur les connaissances, l'expérience
de personnes qui sont dans l'appareil d'État justement, et donc qui assurent une forme de continuité. Je pense aux diplomates, je pense aux officiers du sénégalais qui ont pour beaucoup une expérience non seulement nationale mais aussi régionale et internationale, et qui apportent une forme d'équilibre et de modération. Donc je crois que c'est plutôt positif d'avoir justement une volonté au Sénégal de dire: nous voulons des ruptures, nous voulons des changements importants. D'ailleurs, c'est ce qu'on a promis, ce qu'a promis le pouvoir actuel. Et donc, à partir de ce moment-là, ils doivent effectivement montrer des signes de ces ruptures, mais le faire de manière intelligente et de manière progressive. Vous avez évoqué les facteurs géopolitiques, ils sont évidents. Et je pense qu'à nouveau, il faut faire très attention dans le monde dans lequel on est. Il y a tous les acteurs partout sont en train de s'inquiéter pour leur avenir. Les pays européens, à cause de la baisse de la démographie, à cause d'un certain nombre de facteurs, les États-Unis, les pays asiatiques, d'autres pays qui cherchent des marchés. Donc il faut bien comprendre partout en Afrique que de toute façon, on est dans un monde où chacun se bat pour ses intérêts et la situation est difficile. Et donc, il y a des espaces de coopération entre les États et c'est très important de le comprendre. Sinon, finalement, on coopère avec personne et on voit bien que c'est pas ça qui a permis collectivement au pays de progresser. Mais évidemment, il faut avoir la capacité de définir ses propres intérêts et de savoir aussi avec quel rythme on fait des changements pour ne pas se retrouver à un moment donné à s'attaquer à des forces qui sont plus fortes. Tout simplement. Donc, si vous le faites sans le savoir, en réalité, vous allez être écrasé. Ce sont des faits. C'est la faiblesse, disons, d'un certain nombre d'États et de nos pays de manière générale qui exigent cet équilibre et cette prudence. Et je pense qu'au Sénégal, il y a effectivement de la prudence. C'est une culture, hein. C'est une culture et à nouveau, je pense que c'est plutôt raisonnable. Il faut espérer qu'on reste dans justement dans cette posture où, avant de prendre des décisions, en tout cas, il y a suffisamment de réflexion, suffisamment d'écoute, et qu'à nouveau, on maintient dans l'appareil d'État des personnes qui ne sont pas nécessairement, d'ailleurs, du même bord politique que ceux qui gouvernent. C'est ce qui permet dans un pays de ne pas faire des erreurs très importantes. Oui, et de ne pas être brut de décoffrage sur les questions géopolitiques. Dernière question, au plan national toujours, hein, le régime de Bassirou Diomaye Faye a publié son référentiel de développement économique. On ne vous a pas entendu là-dessus, la vision 2050 avec le boulet de la dette que traînent beaucoup de pays africains. Est-ce que, d'abord, que pensez-vous de ce nouveau référentiel ? Bon, je pense que les grandes orientations sont intéressantes alors on retrouve ces orientations dans beaucoup de pays africains. Évidemment, il faut développer l'agriculture, évidemment il faut l'industrialisation, évidemment il faut mettre le paquet, je dirais, sur le capital humain. J'évoque ce sujet parce qu'en réalité, aujourd'hui même, nous organisions à Ouati une table ronde en partenariat avec l'Irlande sur les systèmes éducatifs au Sénégal et les orientations du nouveau gouvernement. Donc je pense qu'il y a des éléments très intéressants. Si on prend le domaine de l'éducation, l'accent mis sur la formation professionnelle, ça me semble être très important. C'est un des sujets que nous portons à Ouati depuis des années. Je pense qu'il faut peut-être plus de flexibilité encore, plus d'audace dans les innovations du système éducatif, de manière à avoir une vision d'un Sénégal qui soit un Sénégal de savoir. Au-delà du système éducatif, se dire comment est-ce qu'on fait pour que les adultes, les enfants, tout le monde soit plus intéressé, par exemple, par la lecture, soit plus intéressé par les connaissances. Comment est-ce qu'on met en place peut-être aussi un certain nombre de dispositifs justement pour faciliter cet accès au savoir. Donc je pense qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites. Et l'autre élément dans le référentiel de développement que je trouve particulièrement intéressant, c'est l'aspect, au fond, territorialisation des politiques publiques et développement des régions. Je pense que ça, c'est un axe qui est très important parce que le Sénégal est quand même un pays qui est très concentré sur Dakar. Et il est extrêmement important, je pense, de faire en sorte qu'on ait des pôles régionaux. D'ailleurs, au quotidien, en fait, tous les jours, c'est de plus en plus difficile en voyant les embouteillages, la pollution et tous les désagréments de Dakar. Donc, le fait d'avoir des pôles régionaux va permettre d'avoir aussi une amélioration de la qualité de vie des populations. Mais à nouveau, ce sont des choses qui vont se mettre en place progressivement. Difficilement dans un contexte évidemment, dans un contexte où la dette
étrangle les pays africains. On nous annonce aussi que les chiffres seraient enjolivés. Est-ce que c'est difficile? Comment voyez-vous l'avenir? Bon, d'abord, il ne faut pas oublier, lorsqu'on parle de la dette, chaque fois que la dette, au départ, c'est un moyen de financement. Donc, lorsque la dette devient un boulet, ça veut dire qu'elle n'a pas été bien utilisée. Parce que la dette, c'est pour des infrastructures, c'est pour des investissements qui ensuite sont censés augmenter votre taux de croissance et vous permettre de rembourser aisément le capital et les intérêts. Donc, si on a toujours des problèmes de dette, ça veut dire qu'on a des problèmes énormes de mauvaise gestion, tout simplement. Parce qu'évidemment, si des projets qui doivent coûter 1 milliard coûtent 10 milliards, vous voyez bien que si vous endettez pour 10 milliards et que en réalité, ça veut dire qu'une partie de l'argent est mal utilisée ou est carrément détournée. Donc, il faut quand même se poser des questions sur la gouvernance et ce qui doit changer aussi, c'est justement la transparence dans l'utilisation des ressources publiques et le fait d'avoir des coûts qui sont les coûts réels. Et je pense que clairement, au cours des dernières années, on peut se poser des questions sur un certain nombre d'inflations, disons, d'un certain nombre de projets d'infrastructures. Mais pour finir, je crois aussi que évidemment la dette va rester une contrainte. Les équilibres macroéconomiques sont une contrainte à laquelle le Sénégal ne pourra pas échapper. Mais ce qui me semble être très important, c'est la pédagogie justement. Lorsqu'on a des contraintes, je pense que ce gouvernement devrait être très pédagogue, expliquer ce qu'il a l'intention de faire et expliquer aussi ce qu'il peut faire et à quel rythme, pour qu'il n'y ait pas un décalage trop important entre les annonces, les attentes et la réalité de la mise en œuvre des programmes. Et cette réalité, elle est contrainte par la dette et par les équilibres macroéconomiques, mais elle est contrainte aussi par la manière de travailler, les habitudes. Ce qu'il faut changer, c'est la capacité de mise en œuvre. On a souvent de très belles stratégies de développement. Le problème, c'est la capacité de mettre en œuvre et de le faire rapidement. L'opérationnalisation. Absolument. Merci beaucoup, Gilles Yabi. Merci à vous. Merci à vous, chers téléspectateurs. Restez avec nous sur TFM. Vous êtes au bon endroit. Bonne soirée.